Bienvenue sur notre webinaire XAPA, Advise Invest Advocate. Vous allez vous joindre ce jour, donc je vais commencer par préciser quelques éléments techniques. Ce webinaire est effectué en français avec un contenu qui est partagé en anglais. Il y a un autre webinaire. There will be another webinar later today, scheduled at 5. Paris time for those interested in having the same content in English. Donc, l'ensemble du contenu aujourd'hui va vous permettre de pouvoir suivre un ensemble de discussions associées à tout ce qui est engagement local de parties prenantes dans un contexte où on a une difficulté d'engagement de parties prenantes sur des questions associées au respect, à la compréhension des enjeux en matière de droits humains. Vous avez quelques principes à savoir pour participer à ce webinaire. Il est important de pouvoir utiliser les fonctions Zoom pour mettre votre microphone en silencieux. Ça facilite l'écoute de tout le monde. Il n'y a pas besoin de mettre les vidéos pour pouvoir se voir. Ça permet de conserver de la bande passante, qui a des avantages d'optimisation de ligne, permet d'optimiser aussi la consommation carbone associée à ce webinaire. Vous êtes tout à fait cordialement invités à faire partager les contenus de ce webinaire auprès de vos collègues ou d'autres personnes que vous pensez pouvoir être intéressées par ces contenus. Ça sera toujours l'occasion de pouvoir poursuivre au-delà du webinaire la possibilité d'avoir des échanges actifs sur un petit peu tout ce qui est retour d'expérience, concept qu'on va pouvoir partager avec vous ici. Enfin, afin de pouvoir animer correctement l'ensemble des échanges, vous pouvez vous mettre en mode plein écran, vous profiterez plus des contenus qui seront diffusés sur ce document. Donc aujourd'hui, notre webinaire, on fait un webinaire à peu près très régulièrement. C'est un moyen assez simple de pouvoir échanger ensemble. Il y a certaines personnes qui se joignent à ces webinaires qui viennent de très très loin, Vietnam, Canada, Cameroun, France. Donc c'est toujours une occasion assez simple, sans se déplacer, de pouvoir partager du contenu sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, le déroulé du webinaire aujourd'hui, il y a 2 temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter brièvement un petit peu ce qu'est XAPA, cette initiative. Et puis, dans un deuxième temps, surtout, partager des retours d'expérience nourris par beaucoup de projets, beaucoup d'expériences de terrain sur des questions où il s'agit à chaque fois de véritablement accompagner, réfléchir sur des sites qui ont une empreinte, je dirais, locale forte. Ça peut être de l'activité agroalimentaire, ça peut être des sites industriels, ça peut être du déploiement par exemple d'infrastructures énergétiques, routières. Il se pose toujours beaucoup de questions. Ça, vous allez comprendre notre perspective sur ces sujets-là. Donc, XAPA a été créé en 2019 de manière à accélérer la contribution du secteur privé aux enjeux de l'agenda 2030, qui couvre bien évidemment un certain nombre de sujets, notamment sociaux, qui ont une dimension de respect des droits humains importante. XAPA, en langage Sioux, ça veut dire discernement, sagesse. Et en fait, l'idée, c'était de créer une structure qui accompagne et qui encourage le secteur privé, les investisseurs, les entreprises à réfléchir leurs activités économiques avec plus de discernement, sagesse, mais tout en ayant accès à des nouveaux leviers leur permettant de pouvoir accélérer leur transformation, leur adaptation à un monde en matière d'enjeux associés, on va dire, à l'agenda 2030, donc sur leur volet environnemental, leur volet social, leur volet éthique, et puis surtout voir ce qu'ils peuvent faire de nouveau, de différent, pour aller plus vite, plus fort dans leur transformation et leur adaptation, puisque nous avons sorti un rapport en début d'année sur ces questions-là. Nous savons que les 10 années qui s'ouvrent devant nous sont des années critiques.
À cet effet, nous avons effectivement aussi un deuxième pilier, qui est un pilier d'investissement, dans lequel nous faisons de l'ingénierie financière, du rassemblement de fonds et du déploiement de programmes permettant de pouvoir mobiliser des ressources à une échelle différente de ce qui est fait plus classiquement par bon nombre d'acteurs privés, pour pouvoir déployer plus vite, plus fort des programmes de transformation environnementale, sociale. Et enfin, nous avons un pilier d'advocacy. Vous aurez probablement noté que notre site internet est situé en xapa.org et .org parce que nous sommes une entreprise constituée comme une structure à mission et que parmi l'ensemble de nos activités, nous savons que par nos activités de conseil, nos programmes d'investissement, nous voulons partager de manière libre et le plus large possible l'ensemble de nos enseignements et contribuer au débat public pour permettre à tout un écosystème d'acteurs, entreprises, investisseurs, autorités publiques, sociétés civiles, de pouvoir comprendre, être plus armés et plus précis dans la capacité à encourager, accompagner, faire pression sur le secteur privé et les investisseurs pour pouvoir accélérer des trajectoires de transformation et d'adaptation pour construire des sociétés plus justes, plus durables, plus résilientes. À cet effet, XAPA fonctionne comme une structure basée à Paris, en France, mais avec un réseau d'affiliés de plus de 150 partenaires basés un petit peu partout dans le monde, ce qui permet à la fois d'avoir de l'intelligence internationale et des capacités de déploiement international sur l'ensemble de nos programmes. Nos activités de conseil sont détaillées sur notre site internet et à travers nos activités de plaidoyer, vous pouvez voir un petit peu différents sujets qui sont sur lesquels nous travaillons le plus. Donc, il y a pas mal de sujets stratégiques, de sujets d'accompagnement sur tout ce qui est risque, due diligence, et de sujets avec lesquels nous travaillons très proche des fonctions développement durable, achat, stratégie, direction générale. Nos activités de plaidoyer se structurent en 3 grands blocs. Je vous invite à consulter notre blog en français, en anglais. Certains contenus sont différenciés selon les langues. Nous avons également des briefing papers. Tous les mois, nous publions des différents briefing papers qui ont beaucoup de succès parce que ce sont des documents courts et qui permettent de se poser des questions clés, d'avoir accès à des petits outils conceptuels pratiques tirés d'enseignements qui permettent de pouvoir approcher différents sujets associés à l'implication du secteur privé sur l'agenda 2030. Également, nous avons une activité sur les médias sociaux dans lesquels nous diffusons pas mal de contenus qui peuvent être émis notamment par l'ensemble de notre réseau de partenaires. Sur nos activités d'investissement à impact, le plus simple pour être concret sur ce que nous faisons, c'est de montrer un exemple. Nous sommes en plein déploiement d'un programme qui s'appelle Scale Up Technical Training Initiative, très en lien avec les discussions qui nous rassemblent aujourd'hui sur tout ce qui est engagement de parties prenantes locales sur des questions de droits humains. C'est un programme dans lequel nous déployons, à travers de solutions digitales et de moyens financiers d'investissement à impact, l'accès pour des fermiers sur des productions agricoles à vocation agroalimentaire ou industrielle, de l'accès à de la formation agronomique, technique, et puis l'accès à d'autres services, assurances notamment, et l'ensemble de ces activités permettant de pouvoir faire monter en compétences des personnes qui sont exclues souvent des schémas classiques d'accès à de la formation technique, et par-delà, leur permettre d'avoir accès à des conditions de travail meilleures, des salaires décents, des pratiques agricoles leur permettant de pouvoir mieux gérer leur environnement et la préservation de la biodiversité, et donc ainsi de contribuer plus activement à l'atteinte de l'agenda 2030 pour eux-mêmes, sur leur territoire, mais également, si on remonte la chaîne, pour les acheteurs de produits agroalimentaires et industriels. Maintenant, entrons dans le cœur de notre réunion d'aujourd'hui. L'engagement local des parties prenantes sur des questions de droits humains. Alors, c'est une thématique qui peut paraître un petit peu floue, un petit peu vaste. Alors, le plus simple pour l'aborder, c'est de commencer par quelques exemples. En général, on connaît cette thématique-là plus par les problèmes qu'elle peut générer, les controverses qui sont créées. La création, par exemple, d'un site de renouvelables. Alors, a priori, on dit c'est bien, les renouvelables, on développe des éoliennes, mais en fait, vous avez des communautés locales. Moi, j'ai connu des situations comme ça aux États-Unis, en Brésil, au Kenya, par exemple, ou en Danemark, en Angleterre, où en fait, les communautés locales ne veulent pas des éoliennes pour
toutes sortes de raisons. Alors, des raisons en général qui peuvent être évoquées, c'est tout simplement le fait que certains riverains trouvent que c'est pas très beau, ce qui n'est pas forcément la première préoccupation en matière de droits humains, mais ça peut poser d'autres questions beaucoup plus fondamentales, comme, par exemple, dans le déploiement d'un parc d'éoliennes, le maintien d'autres activités économiques parallèles. La terre, l'accès à la terre qui est dévolu au développement d'énergies renouvelables peut poser question en matière de maintien de cultures vivrières pour les populations locales. D'autres activités économiques, ça peut être la question, si on fait de l'écotourisme et que les éoliennes posent question sur des espaces préservés, eh ben, les personnes qui vivent de l'écotourisme se plaignent. Et là, on touche à des droits qui sont assez importants, parce que ce sont des droits qui sont associés au droit de disposer notamment de l'espace sur lequel on évolue, le droit de pouvoir maintenir une activité économique. Après, on peut toucher à des choses encore plus sensibles, par exemple, l'allocation de la terre, qui peut être pour certaines populations considérée comme une terre sacrée, ou en tout cas une terre qui a une vocation particulière, par exemple une terre dans laquelle on a pendant longtemps considéré que c'était une terre dans laquelle il y avait un cimetière, dans laquelle on peut aller voir des personnes de sa propre famille, grands-parents ou autres, qui y sont enterrés. Il y a des cas comme ça qui peuvent se poser, et j'en ai vécu très directement. Donc, et que ça peut être des sujets extrêmement sensibles. Donc, on peut avoir comme ça une multitude d'enjeux qui peuvent toucher à toutes sortes de droits, qui peuvent émaner sur une simple initiative qui peut être a priori de bon sens, développer des énergies renouvelables et donc développer des éoliennes. Et donc, un exemple comme ça est assez simple et montre comment on peut avoir l'impression d'être du bon côté, se développe des énergies renouvelables. Et donc, j'ai fait exprès de prendre cet exemple pour ne pas prendre un exemple beaucoup plus classique, comme on en trouve beaucoup plus dans la presse, sur des activités d'extraction, par exemple minières, d'énergie fossile, et où pour autant, un certain nombre d'enjeux de violation des droits humains peuvent se poser pour les communautés locales. Alors, comment l'anticiper? Comment le gérer? Comment être inclusif dans l'approche? C'est tout l'enjeu que je vais essayer de vous montrer sur le temps de notre webinaire aujourd'hui. Cela se situe dans un cadre. Le cadre dans lequel je veux vous projeter, et qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, c'est évidemment le cadre des Guiding Principles on Business and Human Rights, le principe directeur des entreprises et du respect des droits humains, qui a été édicté en 2011 par les Nations Unies, qui est en cours de revue et qui a vocation à devenir toujours plus précis et toujours plus contraignant pour les milieux économiques. Donc, il faut le connaître. C'est un cadre, moi, pour avoir travaillé sur ces questions-là depuis une bonne vingtaine d'années, qui a été profondément novateur et fondateur d'un environnement plus consensuel dans des écosystèmes complexes et potentiellement extrêmement conflictuels, pour pouvoir comprendre quelles étaient les responsabilités et les rôles de différents acteurs dans l'exercice des droits humains. L'État étant censé protéger les droits des individus, les acteurs privés, entreprises, investisseurs étant amenés à devoir respecter ces droits, et le cadre, je dirais, de certains services, on va dire, de l'État, par exemple services de justice, ou pas, pouvant être suppléés par d'autres services complémentaires, devant être en situation de pouvoir réparer les préjudices. Ce cadre-là, puisqu'nous sommes en 2020, est un cadre qui a été profondément façonné, qui a été travaillé. Nous avons beaucoup de blogs sur ces questions-là, donc je vous invite à les regarder pour rentrer plus dans le détail, et notamment sur tout ce qui est activités plus réglementaires, enfin contraignantes réglementaires qui vont y être associées, et les grands sujets qui animent ces débats-là, qui sont extrêmement actifs aujourd'hui. Pour autant, le monde en 2020, évidemment, a beaucoup changé par rapport au monde de 2011. C'était quand même il y a pratiquement mal connu, mal compris souvent par les entreprises investisseurs. Le premier, c'est la question de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est un sujet qui peut être compris également comme de l'optimisation fiscale. Attention,
nombre d'acteurs comprennent leur optimisation fiscale comme faisant partie du jeu dans lequel ils peuvent décemment opérer leurs activités économiques. Alors, le but d'une discussion sur le droit de l'âne, c'est pas d'avoir un jugement et de critiquer les dispositifs d'optimisation fiscale, mais c'est simplement de dire attention, le respect des droits humains sur beaucoup de territoires, ça suppose du transfert fiscal. Les investisseurs, les entreprises sont des outils de développement, de création de richesse et de valeur, et donc la question de la localisation de taxes là où les opérations se déroulent, là où les marchés permettent de créer de la transaction et du revenu, c'est important. Et donc, de plus en plus, tout un écosystème d'acteurs qui gravitent autour des questions de respect des droits humains mettent les entreprises et les investisseurs face à leurs responsabilités sur ces questions-là. Et ça concerne très directement nos discussions, puisque, par exemple, on peut être en situation où le développement d'une activité industrielle, une usine, dans un pays, peut s'opérer dans le cadre d'un accord qui peut être convenu entre des autorités locales et puis l'entreprise pour dire « je viens, j'investis chez vous, en échange, donnez-moi un cadre fiscal favorable ». Alors attention, quel est ce cadre favorable? Dans quelle mesure il permet d'assurer une juste continuité, une juste répartition de la richesse et fiscale sur les territoires? C'est un sujet éminemment important. Et évidemment, dans les entreprises et dans le monde de l'investissement, c'est des sujets qui sont mal partagés en interne. Il y a très peu d'alignement selon les services et les départements. Le deuxième grand sujet qui est mis sur cette page-là, c'est évidemment associé aux traitements bilatéraux d'investissement entre pays. Puisque ce webinaire-là est en français, vous pourrez prendre tout simplement des traités qui peuvent exister au sein de pays du G20, entre, par exemple, la France et l'Inde, ou entre les États-Unis et l'Indonésie, par exemple. Ces traités bilatéraux sont des traités qui peuvent mettre en péril la capacité d'acteurs locaux à pouvoir faire exercer leurs droits. Donc là encore, je dirais attention, si on exerce sa responsabilité en tant qu'entreprise ou investisseur, on peut bénéficier davantage selon le lieu de localisation du siège de l'entreprise et le droit auquel cela peut s'appliquer, mais il y a un vrai risque ici, associé notamment à la multiplication d'agents, d'entités légales intermédiaires, qui font qu'au final, il n'y a pas de responsabilité légale vers lesquelles se retourner quand il y a des incapacités à exercer et respecter ces droits humains. Donc, une entreprise ou un investisseur qui respecte ses droits humains est une entreprise ou un investisseur qui est capable de démontrer sa capacité à savoir où sont les sources de responsabilité et quelles sont les entités qui vont être légalement responsables des actions qu'elles vont essayer de faire. Et ça, c'est un vrai enjeu qui est de plus en plus important, voire critiqué, contesté par tout un ensemble d'acteurs. Enfin, dans un monde en pleine transformation numérique, le point sur la donnée, la collecte, l'utilisation, le partage de données, c'est évidemment un point qui est de plus en plus critique et central, puisqu'en fonction de la manière dont on collecte, on utilise de la donnée, on peut mettre en péril un certain nombre de droits humains. Le suivi des modes de vie, le respect de la confidentialité, le respect de la liberté d'expression des individus. Tout un ensemble de droits peuvent être mis en risque. Et là où toute entreprise en pleine transformation numérique et digitale doit se poser des questions, c'est évidemment qu'on est dans des systèmes qui sont toujours plus ouverts, où on est avec des bases de données qui sont toujours plus partagées, ne serait-ce qu'entre partenaires, entre contracteurs, entre sous-traitants. Et donc, qui est responsable de quoi dans cette collecte, dans ce partage de données? C'est un enjeu essentiel aujourd'hui d'exercice de qu'il a été mis en place en France est un outil qui a ses forces et ses faiblesses et surtout qui s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large. Et je pense qu'il est essentiel d'aborder la question du devoir de vigilance pas comme quelque chose de national et local, même s'il y a des véritables disparités ou hétérogénéités d'initiatives locales, donc l'initiative sur l'esclavage moderne britannique, l'initiative néerlandaise sur le travail des enfants, par exemple,
d'autres initiatives en cours de rédaction. Aux États-Unis, en Californie, depuis une quinzaine d'années, il existe une initiative sur le trafic humain. Donc en fait, il y a beaucoup d'initiatives comme ça locales qui viennent converger globalement autour de la même logique, même si elles peuvent les approcher avec un périmètre différent en termes de scope. Le devoir de vigilance français intègre dans son périmètre évidemment toute la chaîne, la supply chain, donc en fait toute la filière de sous-traitance, ce qui n'est pas forcément le cas des autres outils. D'autres outils comme par exemple le trafic, l'acte californien sur le trafic humain s'intéresse à la question du trafic humain, initialement tiré sur les questions de prostitution et ensuite s'élargissant sur toutes sortes d'autres sujets sur lesquels un travailleur migrant qu'on va retrouver dans un champ par exemple de tomates en Californie ou en Floride, dans quelle mesure en fait il est victime d'une activité de trafic humain. En fait, il y a toutes sortes d'extensions. Donc, vous avez beaucoup d'initiatives comme ça qui s'intéressent à des sujets qui peuvent émaner de différents territoires. Mais en fait, je pense que ce qui est intéressant pour des investisseurs qui ont des positions un peu partout dans le monde ou pour des entreprises qui ont également, qui sont plein pied dans la mondialisation, c'est de voir la convergence de l'ensemble de ces initiatives-là et voir au final, outre bien sûr la conformité réglementaire locale à laquelle on est assujetti, vers où ça va. Et vers où ça va, on voit clairement qu'il y a une grande dynamique, notamment européenne, mais pas seulement. Les Japonais s'intéressent beaucoup à ces questions-là, par exemple, à travers leurs agences de développement. Il y a la question de la conformité avec une transparence toujours plus obligatoire sur la manière dont on conduit un devoir de vigilance sur ses droits humains dans ses activités, ses joint ventures et sa chaîne d'approvisionnement. Dans le respect des Guiding Principles on Business and Human Rights, il faut clairement élargir ce périmètre-là à la question de sa responsabilité vis-à-vis de ses propres clients et utilisateurs, outre donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, les droits humains, dans leur dimension la plus holistique, il y a une centaine de droits humains, si on prend la Déclaration internationale des droits humains, premièrement, sur une chaîne de valeur complexe, client, opération, chaîne d'approvisionnement, sur un ensemble d'activités, monde, joint venture, et donc sur l'ensemble de toute cette complexité-là, et c'est extrêmement complexe comme travail, de plus en plus on est amené à dire finalement, par rapport à mes opérations, les produits que je fabrique, les produits que je vends, quels sont les droits humains auxquels je suis confronté, que je peux mettre en risque, pour quel type d'utilisateur ou de parties prenantes qui peuvent être associées, on va appeler ça des détenteurs de droits, mes employés, mes sous-traitants, des communautés qui habitent en proximité de mes sites, des clients. Et puisque je cartographie et identifie ces risques, qu'est-ce que je peux faire pour les réduire? Évidemment, dans le respect et de l'esprit des principes directeurs des Nations Unies sur les questions, une fois qu'on a fait cette cartographie et qu'on a mis un plan d'action pour comprendre ce qu'on pouvait faire pour réduire ces risques, tout l'enjeu, c'est deux choses. La première, c'est d'être capable de démontrer qu'on réduit effectivement ces risques, idéalement en contact direct avec les détenteurs de droits, pour voir leur perspective sur la manière dont, selon eux, des risques sont amoindris, sont réduits, voire n'existent plus, de manière la plus proactive possible, premièrement. Et deuxièmement, c'est comment on met à jour cette cartographie de risque régulièrement pour tenir compte de l'évolution du métier, l'évolution de contextes locaux. On voit bien qu'on est en pleine volatilité sur un certain nombre de pays où, il y a quelques années, on pouvait être sur des environnements qui étaient plutôt stables, plutôt calmes, qui deviennent des environnements extrêmement instables. On l'a vu au Moyen-Orient, on le voit en Afrique. On peut avoir maintenant des systèmes de pandémie où on voit des économies entières qui s'arrêtent complètement en Europe, aux États-Unis, en Chine. Donc, de l'extrême volatilité. Et évidemment, la volatilité s'exprime aussi par la transformation des outils aussi de production. Entre il y a 10 ans, 5 ans, aujourd'hui et dans 5 ans, dans 10 ans, les transformations digitales fabriquent un environnement dans lequel l'exposition au risque évolue significativement et donc l'exposition aux enjeux de droits humains évolue. Donc ça demande une vigilance régulière et quotidienne et c'est un énorme travail sur lequel nous avons beaucoup travaillé, nous sommes activement
en mobilisation sur toutes sortes de projets sur ces questions-là. C'est un travail, je dirais, qui est colossal et dont l'intérêt, c'est à la fois de suivre le sens de l'histoire en termes d'augmentation de contraintes réglementaires d'une part, et je dirais tout simplement, et on va le voir par la suite sur la partie engagement communauté locale, ça coûte quand même beaucoup moins cher pour des investisseurs et des entreprises d'être le plus proactif possible sur ces enjeux-là plutôt que d'être en mode réactif. Le deuxième grand enjeu qui est en pleine évolution sur ces notions de suivi et de compréhension de l'exercice de respect des droits humains à travers ces investissements et ces opérations, c'est, j'ai parlé préalablement de la question des détenteurs de droits, en fait, les détenteurs de droits par grands groupes, comme je l'ai dit, c'est insuffisant. Les employés, les communautés qui vivent autour de mes sites, les sous-traitants, c'est insuffisant. Il faut aller plus loin dans la segmentation de groupes de détenteurs de droits qui peuvent être considérés comme des groupes dits vulnérables. Alors la vulnérabilité, c'est un concept qui reste encore assez, je dirais, conceptuel, qu'il faut, assez théorique, je veux dire. Et donc la vulnérabilité, ça s'exerce par toutes sortes de faisceaux d'informations statistiques, contextuelles, par lesquelles on sait qu'on a des poches derrière ces grands groupes de détenteurs de droits qui sont plus fragiles que d'autres, dont l'accès aux droits est plus compliqué. Alors classiquement, on peut penser à, si vous avez des plantations agricoles, on peut penser à des travailleurs migrants, des segments de travailleurs migrants. On peut penser aux femmes, notamment quand vous avez des espaces ouvriers dans lesquels vous avez tout un ensemble d'ouvriers. Vous pouvez avoir un sous-ensemble de femmes où, pour toutes sortes de raisons, elles ont un accès aux droits qui est plus compliqué. On peut penser sur des territoires à des zones où les gens ne votent pas, où les gens sont en paupérisation particulièrement importante, où on sait que quand on est en discussion, quand on a une entreprise et qu'on est en discussion avec les autorités, les institutionnels locaux, les municipalités, les autorités, on sait que ces populations-là n'échangent pas avec ces acteurs institutionnels. Donc, il y a toutes sortes comme ça de groupes vulnérables et comprendre ces groupes vulnérables, c'est être beaucoup plus fin dans l'exercice d'une cartographie de gestion de risque et surtout dans les plans d'action qui peuvent être déployés à destination de ces segments. Enfin, nous sommes dans une décennie dans laquelle la cause environnementale et ses effets grandissent de manière exponentielle, les enjeux climatiques, l'eau, la biodiversité, notamment. Et en réponse à l'explosion de ces enjeux environnementaux, ils ont une traduction en matière de droits humains. Une traduction qui fait que, par exemple, un site industriel dont la production, ça pourrait être une usine, mais ça on pourrait très bien avoir de l'activité agricole importante, de la canne à sucre par exemple, sont extrêmement demandeurs en eau. Et donc, si ces demandeurs en eau, vous pouvez avoir d'autres communautés qui habitent sur le même territoire qui ont besoin de cette eau. Et donc, dans une logique où des changements climatiques exacerbent du stress hydrique sur certains territoires, par exemple, on va être en compétition de plus en plus fort. Et pour une communauté locale, le manque d'accès à une ressource en eau se traduit en violation des droits humains très directement. Et donc, on va être comme ça dans des environnements qui vont être plus conflictuels et sur lesquels la porosité entre les impacts environnementaux et leur traduction en enjeux de droits humains, donc qui peuvent se traduire de manière juridique, va s'accroître de manière exponentielle dans les prochaines années. Donc voilà 3 tendances importantes. De plus en plus, ce devoir de vigilance, cette cartographie, premièrement. Deuxièmement, qui doit s'exercer avec une compréhension plus fine, plus granulaire de segments vulnérables. Et troisièmement, qui doit de plus en plus factoriser la question environnementale. Il y a également 3 grands enjeux autour desquels la coopération entre gouvernements, autorités, censés protéger les droits humains des individus, et les entreprises et les investisseurs censés respecter les droits des individus,
il y a 3 enjeux sur lesquels la coopération va être de plus en plus critique. Évidemment, cette coopération peut être à facettes multiples selon les contextes dans lesquels cela s'opère, selon les contextes dans lesquels il existe des pressions. Mais puisque le cœur de notre échange aujourd'hui, c'est de parler de la responsabilité des entreprises et des investisseurs sur ces questions-là, eh ben, je dirais simplement que c'est de la vigilance des investisseurs et des entreprises de voir comment au mieux inclure, au mieux coopérer, au mieux encourager. Les principes directeurs des Nations Unies invitent les entreprises et investisseurs à faire œuvre d'influence auprès des autorités lorsque les contextes sont les plus défavorables, pour qu'il y ait la meilleure prise en compte des 3 enjeux que je vais présenter maintenant. Le premier, c'est le rôle et la protection qu'on va vouloir donner aux lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte peuvent être à l'intérieur des entreprises, ils peuvent être sur des territoires. Ce sont des personnes qui, fort de leur connaissance d'un certain nombre d'enjeux, de pratiques déviantes, sont des acteurs qui peuvent identifier des écarts qui sont opérés en matière de respect des droits humains. Les entreprises et les investisseurs ont un rôle pour protéger les lanceurs d'alerte. On ne peut pas d'un côté prendre des engagements, avoir des codes de conduite et de l'autre côté ne pas permettre les personnes qui sont en première ligne de vigilance sur le bon respect de ces pratiques-là de ne pas leur offrir un cadre. Et encore une fois, je reviendrai sur un point. Tous ces enjeux-là sont des enjeux qui, quand il y a des écarts, par exemple, de corruption, ça coûte quand même beaucoup moins cher de pouvoir traiter à la source le problème et donc isoler, sanctionner une personne qui fait un écart à ce niveau-là que d'attendre et plutôt de pouvoir sanctionner le lanceur d'alerte, alors que les coûts, notamment associés à de la corruption, toutes sortes d'autres déviances éthiques et de droits humains, peuvent être beaucoup plus élevés pour les entreprises. Le deuxième grand enjeu, c'est la question de l'accès notamment à la terre et du libre consentement des personnes locales. Alors, souvent, le droit qui existe sur les matières de libre consentement se focalise sur des populations, des segments vulnérables qu'on appelle souvent des populations dites indigènes. Par exemple, quand vous êtes en Malaisie, vous pouvez penser à une population qui a des droits spécifiques qui sont ce qu'on appelle les Orang Asli, pour prendre un exemple très local. Il existe toutes sortes d'autres régulations, aux Philippines, au Canada, sur ces populations dites autochtones, indigènes. Mais la question se pose plus largement en matière de consultation et d'enquête publique, dans la manière dont des projets industriels viennent s'insérer sur des territoires. J'ai travaillé moi-même sur des projets dans lesquels les entreprises se retrouvent prises en étau entre d'un côté des États qui veulent emménager des territoires et qui font des appels d'offres et puis qui donnent des projets de développement d'infrastructures à des entreprises. Et puis quand les entreprises arrivent sur le territoire pour lancer les projets, et ben en fait ils ont besoin de faire face à une grande fronde de populations locales qui sont pas au courant du projet, qui n'en veulent pas et du coup on rentre dans des logiques extrêmement conflictuelles. Il est de devoir des entreprises de mettre les autorités en face de leurs responsabilités et de ne pas simplement considérer que c'est un pouvoir régalien d'emménager son territoire comme on veut avec des processus d'enquête publique qui ne soient pas inclusifs des populations locales pour une raison simple. C'est que si vous êtes un investisseur ou une entreprise, vous avez besoin de pouvoir vous investir dans un environnement où vous savez où vous mettez les pieds. Et ça fait partie, je dirais, des critères de bonne entente entre des États qui veulent attirer des investissements, des autorités, des collectivités locales, et puis des entreprises qui veulent savoir dans quoi elles mettent les pieds quand elles investissent. Enfin, dernier point, ce sont les traités. Les traités, il y a cette croyance, et on est vraiment arrivé au bout d'un cycle, on le voit avec toutes sortes de chocs à laquelle est confrontée la logique de mondialisation aujourd'hui, à travers les questions de croissance des inégalités, les risques pandémiques qui mettent à bas des économies. Donc, le concept de mondialisation et d'accords internationaux va être profondément secoué dans les prochaines années. La question, c'est comment. Et un rôle que les investisseurs peuvent faire, c'est d'assurer des traités qui assurent une juste répartition des
fiscale le long des territoires, et c'est valable pour les entreprises à forte activité digitale, par exemple, tout autant que pour des entreprises à forte intensité de capital. Mais derrière ça, un autre enjeu, c'est aussi l'exercice du droit. Que des traités soient clairs sur la manière dont des dominos d'entités juridiques soient capables de désigner clairement où se tiennent les responsabilités en cas de manquement au respect de droits humains. Et que quand vous êtes, je prenais l'exemple de la Malaisie, vous opérez en Malaisie avec une entité locale, en tant qu'entreprise ou investisseur, vous n'avez pas un effet miroir cascade de multiples entités juridiques qui font qu'on ne sait plus qui est responsable juridiquement de quoi, et qu'au final, des violations de droits humains, on ne sait pas vers qui se retourner pour les faire respecter dans le cadre de la réparation. Alors, face à tout ce contexte-là, j'en arrive à la partie importante, qui est le dernier tiers de notre webinaire de ce jour, c'est l'engagement de parties prenantes locales, en réponse à tout ce contexte-là. Donc, par simplicité, nous avons parlé de parties prenantes, un stakeholder, pour l'ensemble de nos échanges, mais je tiens à préciser qu'il y a, derrière le concept de parties prenantes, quand on aborde ça sous les questions de droits humains, deux grands ensembles de parties prenantes qu'il faut avoir en tête. Le premier, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, c'est le concept des détenteurs de droits. Les détenteurs de droits, c'est un peu tout un chacun, vous, moi, tout individu qui a des droits, et ces droits doivent être respectés, droits humains. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle des personnes qui ont une responsabilité en termes de respect de droits. Et ces acteurs de respect de droits, à travers ce que j'ai pu évoquer et partager avec vous jusqu'à présent, on en a déjà évoqué un certain nombre. Ça peut être l'entreprise, l'investisseur, l'autorité publique en charge d'un aménagement de territoire. Il y a toute une myriade d'acteurs. Et évidemment, le problème, c'est que le respect de droits humains peut être dilué entre ces différents acteurs qui ont une responsabilité dans l'exercice de ce respect. Donc, derrière une terminologie simple de parties prenantes, on a comme ça une myriade d'acteurs, tout un écosystème d'acteurs qui ont des responsabilités partagées, qui ont des droits également partagés. Et donc, en fait, derrière la simplicité du mot partie prenante, on a une complexité d'écosystème. Et donc, tout l'enjeu, quand on veut faire de l'engagement de parties prenantes locales sur des questions de droits humains, c'est de pouvoir quand même identifier un peu l'ensemble de cet écosystème, comprendre les impacts positifs et négatifs que des activités industrielles peuvent avoir sur un territoire, et puis derrière ça, développer des programmes qui soient plus inclusifs et de manière la plus proactive possible, réduire tous risques qui peuvent être posés sur le projet. Je vais vous prendre un exemple simple. Tout risque qui peut être posé sur un projet. S'il y a de la construction et que la construction implique de faire venir sur un territoire des centaines, voire des milliers de personnes temporaires sur un temps court. Ça peut créer des nuisances très importantes vis-à-vis de communautés locales. Au-delà de nuisances, ça peut même être source de problèmes importants. Harcèlement, vol, conflits avec des communautés locales. Donc, il faut ça. Plus on est proactif dans la manière dont on anticipe ça, on intègre ça dans des clauses contractuelles, on forme, on informe, on fournit aux communautés la possibilité de pouvoir partager de la plainte lorsqu'il y a un problème, plus on peut corriger les problèmes, et ça peut être plus simple que de ne rien faire du tout et se retrouver après avec un site qui est construit et des relations détériorées pour très longtemps entre le site et son environnement direct. Alors, nous avons voulu simplifier ici les processus d'engagement de parties prenantes le long de cycles de vie de projet. Alors, il y a trois grands cycles, le vert, le rouge et le bleu. Le vert étant les projets, les phases les plus amont qui pouvaient être associées au développement d'un projet industriel. Donc, ce sont les phases où on va dire on est sur plan. On est en discussion en tant qu'industriel ou investisseur, on est en discussion avec des autorités locales, il y a une idée, il y a un projet à faire. Donc, dans toute cette partie dite de planning, il y a la compréhension d'un contexte qui peut être faite, et donc des acteurs locaux, des dynamiques, et puis la manière dont le projet va venir s'insérer dans une réalité territoriale, environnementale et sociale. Ensuite, vous avez la deuxième phase
qui est la grande phase en rouge dite d'implémentation, bah, c'est la phase ultra simplifiée ici, parce que sur des projets complexes, en fait, c'est une phase qui peut s'étaler sur des années, qui peut inclure un puzzle d'acteurs extrêmement complexes, bien sûr. Donc là, pour la simplicité du schéma, on a voulu aller à l'essentiel. En tout cas, ces phases-là sont différentes, puisque ce sont des phases où ce qu'on n'a pas pu voir et détecter dans la partie de planning, bah, il va falloir le gérer dans la partie opérationnelle. Et il y a un grand principe que toute personne qui a fait de la construction connaît, c'est que l'opérationnel ne se déroule pas souvent exactement comme on avait prévu. Donc, c'est une phase où il faut être extrêmement agile. Il y a enfin, en bleu, le grand pilier de suivi, c'est-à-dire on imagine notre projet qui est en phase d'exploitation, phase courante. Bah, la réalité de la phase courante, c'est qu'il peut y avoir une évolution du territoire, c'est-à-dire, par exemple, on était dans une zone relativement rurale et puis il y a pas mal d'urbanisation qui fait que les problèmes de droits humains, la cartographie d'enjeux qu'on avait pu identifier doit évoluer parce que le territoire évolue, ça peut être une possibilité. Ou enfin, une autre possibilité qui est toute en fin de ce schéma et qui est quand même très important, c'est tout ce qui est clôture. Qui dit qu'en phase de planning, on ouvre des opérations, dit que souvent il faut quand même anticiper la fermeture ou les profondes transformations qui peuvent être exercées sur des territoires et en phase de clôture ou de transformation importante. Je vais vous prendre un exemple simple, vécu, qui pose beaucoup de questions en termes de dynamique territoriale. Un site d'extraction employant beaucoup d'emplois, employant beaucoup de personnes sur le territoire, mais générant beaucoup de nuisances, réussit quand même, au final, à créer une sorte de pacte de stabilité territoriale parce qu'il gère une grosse activité économique locale par les taxes qui sont générées, par la sous-traitance qui est employée, par les emplois directs qu'il crée. Mais au moment où ce site d'extraction décide d'investir massivement dans de l'automatisation, parce qu'il n'a pas le choix pour rester compétitif, ça veut dire que plusieurs choses. Ça veut dire qu'il a besoin de moins d'emplois, donc le site devient un site qui génère beaucoup moins de retombées locales, en tout cas à travers de l'emploi direct. Il a besoin d'emplois différents, donc soit il arrive à former, soit il a besoin d'aller chercher d'autres personnes plus loin, donc c'est plus compliqué de trouver des personnes qui ont les compétences pour utiliser les machines digitales automatisées sur lesquelles le site d'extraction a investi. Et puis surtout, une fois qu'on a dit tout ça, tout ce qui était nuisance, qui était relativement accepté par rapport à un équilibre porté par des retombées économiques, n'existe plus. Et donc, d'un seul coup, le site n'est plus acceptable, n'est plus accepté sur le territoire. Comment gérer ça? Là, on est exactement dans la partie monitoring and evaluation, d'évolution majeure du site dans son environnement, qui repose complètement la question du pacte et du type d'engagement avec les parties prenantes qui est nécessaire sur le territoire. Et le lien avec les droits humains, il est important puisque j'ai dit préalablement qu'on était dans des environnements où l'activité économique, notamment sur l'activité d'extraction, mettait en péril d'autres activités économiques. Donc, il le met encore plus en transformation digitale où il génère moins d'emplois. Et puis, j'avais évoqué plus tôt que la donne environnementale était de plus en plus une donne qui avait des impacts en droits humains directs. Donc, on peut imaginer notre site où vous avez tout un environnement d'acteurs qui ont accepté, toléré, un certain nombre, plus ou moins d'ailleurs, de nuisances environnementales qui deviennent tout simplement inacceptables à un environnement de changement climatique, potentiellement de stress hydrique, dans lesquels l'activité d'extraction ne génère pas d'emploi et génère des nuisances inacceptables. Donc, la cartographie de parties prenantes, le retour d'expérience que je voulais faire sur ces questions-là, c'est d'être tout simplement créatif. Alors, pour bien comprendre et bien travailler sur les questions de droits humains, le risque et le piège, c'est de s'en tenir à des cartographies de parties prenantes locales qui soient, je dirais, des acteurs institutionnels. Je suis un site, donc je prends cet exemple-là, une usine, par exemple, et donc j'ai mon volant classique de parties prenantes avec lesquelles j'échange. Évidemment, j'ai mes autorités qui me donnent mes certifications, mes licences. J'ai mes autorités réglementaires avec lesquelles je peux avoir des inspecteurs ou des personnes qui font des visites sur mon site. J'ai les sous-traitants avec lesquels je travaille tous les jours. J'ai, par exemple, les municipalités et donc les élus
territoriaux, j'ai quelques représentants associatifs éventuellement. Et évidemment, pas besoin de faire toute cette présentation pour que bon nombre de sites aient identifié, cartographié et travaillent activement avec ces sites-là, avec ce type d'acteurs-là. Pour autant, cela pose deux questions. La première, c'est dans quelle mesure ils ont factorisé une bonne compréhension des enjeux de droits humains. Il y en a une centaine. Donc, l'emploi, c'est sympa, mais ça ne fait pas tout. La question des conditions de travail, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. La question, par exemple, du harcèlement, harcèlement moral, harcèlement sexuel, eh ben déjà, ce sont des questions qui sont moins évidentes dans le traitement et dans l'échange avec ces parties prenantes traditionnelles, par exemple. La question de l'inclusion de la jeunesse dans les activités économiques, moins évident également. Les questions environnementales et donc la compétition sur la ressource environnementale sur les territoires, pas si évident que ça, puisque un certain nombre de ces autorités, parfois, sont en porte-à-faux puisqu'elles sont, je l'ai vécu sur un certain nombre d'exemples et j'en ai en tête très particulièrement en Amérique latine, au Mexique, au Brésil, par exemple, où les autorités veulent maintenir de l'activité économique et donc donnent, par exemple, des faux permis, des permis qui donnent des accès, des droits de tirage sur des ressources en eau qui sont complètement démesurés par rapport à la réalité territoriale. Donc, vous avez une dynamique qui peut être faussée, qui est nécessaire, mais certainement insuffisante, en étant dans l'échange de parties prenantes avec les acteurs institutionnels. Donc, je reviens sur mon point créatif. Créatif, ça veut dire élargir le périmètre de compréhension des acteurs territoriaux. Et là, il y a deux leviers très intéressants, conceptuels à utiliser. Le premier, c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est le concept de groupe ou de communauté dite vulnérable. Comment je peux aller plus loin dans la compréhension de mon territoire à travers ce concept de vulnérabilité? Quels segments, quel type de population territoriale peuvent être des segments dits vulnérables? Des territoires qui ne votent pas, des poches de pauvreté particulièrement fortes, la question du genre, les femmes, la question des travailleurs migrants, par exemple, sur des territoires. Il y a toutes sortes d'entrées possibles autour de ça. La question de l'âge, les personnes âgées, ou au contraire la jeunesse, il y a toutes sortes d'entrées possibles. Mais en tout cas, l'idée, à travers ce mot que je vous propose, population vulnérable, c'est d'élargir significativement la compréhension des parties prenantes locales pour aller chercher de l'information, aller entrer en contact avec ces acteurs-là, parce que c'est eux qui sont les plus en peine, c'est eux dont les droits sont les plus violés, et c'est eux qui ont besoin d'être écoutés, entendus, et pour lesquels il faut trouver des solutions. Le deuxième levier pour être créatif que je veux partager aujourd'hui, c'est la question des médias sociaux. Il existe une multitude de médias sociaux qui peuvent être extrêmement locaux et dans lesquels on peut trouver toutes sortes d'influenceurs, d'acteurs, de blagues postées et qui en disent beaucoup en fait sur des évolutions territoriales. Hein. Et donc là, ça peut être du Instagram, ça peut être du Twitter, ça peut être du Facebook, ça peut être du TikTok, ça peut être… il y a toutes sortes de réseaux sociaux et ces réseaux sociaux-là, très locaux, permettent aussi de pouvoir comprendre un petit peu des jeux, des dynamiques locales. Et donc la question, si on est investisseur ou un acteur avec une présence locale forte, c'est de comprendre comment, évidemment, ce flux d'informations dans les médias sociaux impacte ou met en exergue certaines activités de l'entreprise. La consultation, après, de ces parties prenantes locales, là encore une fois, elle demande de la méthodologie. La consultation en elle-même, moi des fois je vois des processus où on envoie des personnes qui viennent du siège de l'entreprise dans des territoires où ils ne connaissent finalement très mal le contexte. Ça peut être intéressant, ça peut être bien pour pouvoir faire le lien entre différentes fonctions dans l'entreprise, entre différents décideurs, dans les univers d'investissement, mais c'est clairement insuffisant. L'engagement de parties prenantes, c'est quelque chose qui se prépare. Il faut connaître le contexte, il faut connaître les dynamiques territoriales, il faut connaître le droit local, il faut connaître la réalité des opérations locales et leur historique. Bref, il faut s'adjoindre des compétences locales. C'est bien pour ça, parmi d'autres raisons, que nous, à XAPA, on s'associe avec beaucoup d'acteurs et des affiliés locaux sur des territoires. C'est parce qu'on sait bien qu'il faut multiplier les expertises, multiplier les connaissances territoriales et que la complexité est telle que c'est parce qu'on fait de l'interdisciplinarité et que l'on mélange de la compétence, j'aurais envie de dire, contextuelle et puis conceptuelle, c'est-à-dire entre des gens qui connaissent les métiers et des gens qui connaissent les contextes, qu'on est capable de pouvoir
faire un bon diagnostic des enjeux, de la bonne cartographie et un plan d'action pertinent. À ce moment de notre échange, de notre webinaire, la cartographie des parties prenantes et des enjeux, c'est bien. Le plan d'action, c'est bien, mais c'est insuffisant. Pour faire du travail d'engagement sur des parties prenantes a fortiori locales, pour être crédible, il faut être capable de démontrer qu'on réduit du risque. Il faut être capable de piloter, d'apporter des correctifs en fonction des réalités observées sur le terrain. Et ça veut dire qu'il faut être dans la continuité de l'engagement. C'est encore une fois un exemple dans lequel des gens qui voyagent de loin pour faire 20 heures d'avion, aller sur un site et repartir et qu'on ne revoit jamais, ça peut être important méthodologiquement sur certaines phases du processus, mais évidemment, c'est insuffisant pour assurer la continuité des actions. Donc, beaucoup d'outils sont à disposition. Le développement de compétences locales sur les sites, bien sûr, la mise en place de plateformes multipartites locales. Et là, la question, c'est de savoir comment impliquer des segments, ou en tout cas des représentants de segments vulnérables, qui est leur mot à dire, pour ne pas être uniquement dans la représentation institutionnelle, qui a ses limites sur les questions de droits humains. Quels sont les mécanismes de plainte qu'on peut mettre en place sur ces questions-là pour que tout un chacun puisse actionner un site internet, son téléphone portable, une ligne téléphonique, comment le suivi notamment de médias sociaux permet de voir des dérapages, des déviances, des correctifs, et comment, une fois qu'on a tous ces dispositifs en place, on est capable de porter du retour d'expérience et voir comment affiner, piloter, améliorer ce processus. C'est comme ça qu'on est responsable et qu'on respecte ses droits humains, et c'est comme ça qu'on est crédible et qu'on construit de la confiance dans la durée avec les parties prenantes locales. Dans un briefing paper que nous avons publié en novembre et qui est téléchargeable dans la section publication de notre site xapa.org. Et ces briefing papers permettent d'aller un petit peu plus loin dans l'outillage, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'ensemble de nos briefing papers. Ils permettent de pouvoir avoir un petit peu d'informations sur le long des différentes phases, vous voyez, différents éléments. Alors, ce briefing paper existe également en français. Notre webinaire de ce temps est exécuté en français, donc ça permet d'avoir du contenu, de l'information disponible également en français. Je voudrais terminer notre webinaire avec un retour d'expérience assez récent et qui illustre bien l'ensemble de ce que nous avons pu partager avec vous aujourd'hui. Ce webinaire est organisé aujourd'hui, 24 mars, dans un contexte dans lequel il y a une pandémie qui confine à ce jour pratiquement 1 milliard d'individus chez eux. Alors, c'est un moment très intéressant quand on parle d'engagement de parties prenantes locales, parce qu'on peut le voir avec deux logiques. Typiquement, quand on est une entreprise ou un investisseur. C'est quoi le monde d'après? La pandémie, on sait que c'est un cycle, que c'est un pic, mais c'est surtout quelque chose qui nous projette dans un monde d'après. Ce monde d'après, ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre quelques mois, mais ça veut dire qu'il y a une importance pour des sites locaux à pouvoir se projeter différemment sur leur territoire vis-à-vis de leurs employés, puisque on sait à travers cette pandémie et à travers beaucoup d'informations qui ont été partagées dans ce webinaire et puis dans d'autres rapports que nous publions, notamment notre rapport TOAC 2030, un rapport que nous avons publié en janvier dans lequel on montre un certain nombre de tendances sur la décennie environnementale et sociale qui vont profondément secouer le monde des entreprises et des investisseurs. Nous savons que nous sommes dans une décennie qui va être profondément disruptive, où les activités des entreprises vont être profondément secouées. La pandémie est un exemple et il y en aura d'autres. Donc, l'intégration, l'implication des actifs économiques des entreprises sur les territoires doit évoluer. Et la pandémie posée par Covid-19 est un temps intéressant
de réflexion sur la manière dont tout site industriel va être capable de se repositionner et de penser sa capacité à interagir avec son territoire, en apprenant des limites qui auront été imposées en termes de santé, sécurité, hygiène, relation avec le territoire, relation avec les salariés, relation avec la sous-traitance, relation avec les communautés locales, de ce que c'est que de vivre des crises graves. Et quand demain va se poser potentiellement d'autres crises, des crises associées à un environnement climatique différent, tempêtes, canicules, d'autres crises pandémiques, par exemple du bioterrorisme, pourquoi pas, d'autres crises qui pourront être exacerbées par des questions environnementales. On a vu une profonde volatilité sociale également. En France, on a vu les gilets jaunes, on a vu toutes sortes de manifestations à travers le monde montrant une exacerbation sociale forte dans un contexte où de plus en plus l'autorité, la capacité de la puissance publique à pouvoir aménager son territoire, mener de l'enquête publique est profondément contestée. Par exemple, dans un contexte où des parties prenantes locales aujourd'hui refusent de s'asseoir à une table à partir du moment où elles considèrent que tout projet n'est pas un projet qui est compatible avec une trajectoire responsable en matière de trajectoire climatique. Donc, compte tenu de tous ces contextes-là extrêmement forts, sites industriels, activités, je dirais, à forte empreinte territoriale et engagement de parties prenantes sur des questions de droits humains, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un monde territorial profondément changé et que les entreprises et les investisseurs doivent recréer du lien avec les acteurs de leur territoire parce qu'elles ont besoin de créer de la solidarité, de la compréhension, et c'est comme ça qu'elles vont pouvoir affronter les prochaines crises qui vont se présenter. Et je n'ai, en clôture de notre échange de ce jour, rien de mieux à vous inviter que de prendre cette question des droits humains comme un angle créant du lien, créant de la solidarité sur du territoire, outillé avec de la méthodologie. Quand je suis sur un territoire, quels sont les impacts positifs et négatifs que j'ai? Auprès de quels acteurs? Et qu'est-ce que je peux faire pour fabriquer des activités plus résilientes, c'est-à-dire qui sont capables de mieux absorber les chocs parce que, puisque je réduis du risque, j'augmente de l'adhésion, ou capable de créer de l'inclusion, c'est-à-dire, puisque je peux avoir des impacts négatifs, je peux essayer de les réduire et créer de l'impact positif, et ça veut dire que, au-delà, parce que c'est quand même la condition première, au-delà de mon respect des droits humains que je peux exercer autour de mes activités, comment je suis capable dans la durée d'être inclusive et de créer les conditions de la solidarité qui nous feront collectivement capables, ensemble sur notre territoire, d'affronter de manière plus sereine les prochaines crises que nous aurons à faire face. Je vous invite à méditer sur ces questions. En clôture, xapa.org, vous avez un certain nombre de ressources qui sont disponibles. Nos éléments de contact qui sont affichés sur cette diapositive. Et vous avez la possibilité d'échanger avec toute notre équipe et puis surtout 24 heures sur 24 sur notre site internet xapa.org, plusieurs choses. Notre blog, nos briefing papers qui recouvrent les sujets qui ont été évoqués ici ainsi que nos publications et également nos newsletters mensuels auxquels vous pouvez vous inscrire et qui permettent de pouvoir maintenir le fil avec l'ensemble de nos activités. Enfin, nos médias sociaux, LinkedIn, Twitter, xapa.org, qui vous permettent aussi de suivre le fil d'actualité que vous avez, que nous animons. Cet échange est enregistré. Il va être mis en disposition également sur notre site internet. S'il vous a plu, si vous l'avez intéressé, si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de vos collègues, communauté, et à partager la bonne parole, puisque ça fait partie de nos missions en tant qu'entreprise à mission chez xapa.org, de plaidoyer. Et nous voulons, à travers la diffusion de ce type de webinaire, augmenter la compréhension et l'action du plus grand nombre d'acteurs privés possible pour créer un monde plus juste et plus durable. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Si vous avez les moindres remarques ou les moindres commentaires, n'hésitez pas à nous contacter par email.